Bonjour à vous, vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2 Paris. Aujourd'hui c'est Cyberculture présenté par William avec William. On se retrouve tout de suite après l'introduction de notre émission. À tout de suite. Radio ici maintenant, c'est Cyberculture aujourd'hui présenté par William. Le samedi, comme vous savez sur la radio ici maintenant, on parle informatique. Donc première partie d'émission et après on retrouvera bien sûr dès 15h30 on retrouvera la hotline avec Holycat. Je vous rappelle que nous avons un chat, chat.rim952.fr aussi accessible à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com. Donc bonjour à vous, un chatter, mais il y a même Holycat qui est connecté aujourd'hui. Et on l'attendra tout à l'heure, il arrivera. Donc dans cette première partie de Cyberculture, j'ai fait ma sélection de la semaine sur des choses insolites, sur l'actualité informatique. Je vous rappelle l'objectif, c'est de décomposer l'informatique, l'actualité informatique, et aussi de parler de certains dossiers pour mieux comprendre. Et peut-être vous aussi, vous avez toujours envie, vous avez peut-être au fond de vous l'envie de devenir un super geek. Donc bien sûr, d'ici quelques instants, je commencerai ma revue de presse et ma sélection de la semaine. Mais juste avant, on fait un petit morceau de réveil et après on commencera cette fameuse revue de presse et j'ouvrirai l'antenne si vous voulez bien sûr réagir. On se retrouve tout de suite après ça.
radio ici maintenant. 14h, 15h30. Cyberculture. L'émission qui réveille vos tartines. Et effectivement, Radio ici maintenant Cyberculture aujourd'hui, je vous rappelle aussi, vous avez cette possibilité de m'envoyer à notre adresse email, qu'on a une adresse email, ça peut arriver, cyberculture952@gmail.com, cyberculture952@gmail.com, vous pouvez envoyer vos jingles, vous pouvez même faire des coucous sur ces adresses email. Si par exemple si vous avez une idée de sujet, et pourquoi pas, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle toujours que nous avons un chat, le chat vous commence à vous rêver, vous êtes bien là. Il est bien là, Olicat aussi qui arrivera tout à l'heure. On va commencer par une revue de presse pour une sélection que j'ai récupérée sur le courrier international. C'est un projet qui est un peu bizarre, qui m'a fait un peu halluciner quand j'ai vu ça. C'est un projet d'une personne qui a déposé ce projet qui s'appelle le robot Roach sur Kickstarter. Pourquoi j'ai bloqué là-dessus? J'étais la semaine dernière à Tain-l'Hermitage. C'était dans une conférence informatique un petit peu mélangée. Donc il y avait, on en a déjà parlé sur l'antenne de la démo scène, donc une partie de création donc numérique, donc une partie de clips vidéo réalisés en temps réel, donc une très grande partie algorithmique de programmation, des concours de graphisme et de musique, et surtout la partie qui est intéressante dans ce genre de partie, donc ça s'appelait l'alchimie, donc qui s'est tenue à Tain-l'Hermitage la semaine dernière. Il y avait une partie robotique, et là j'étais assez halluciné à voir des associations qui étaient dédiées à la robotique, qui faisaient des présentations assez hallucinantes de leur création, ça veut dire des hacks de robots sapiens à l'époque, si vous ça vous dit quelque chose, sauf que avaient fait du bidouillage électronique qui proposait des démonstrations. C'était assez hallucinant. Ça me rappelait un petit peu le Terminator, le fameux T-800 du film avec, vous l'avez bien vu avec de l'époque, de Terminator avec les T-800, et c'était assez hallucinant. Donc ils envoyaient la balle et le robot était capable de détecter la balle et de jouer avec. Et pourquoi je parle de ça? C'était dans la série insolite que je voulais parler aujourd'hui dans cette émission, comment piloter, donc c'est Olicat, ça va le faire marrer, comment piloter un cafard à distance par téléphone portable. Donc c'est un projet qui a été déposé sur Kickstarter, je vous rappelle ce que c'est que Kickstarter, ça vous permet de mettre en avant vos projets informatiques ou autres en rapport et de trouver les financements derrière pour votre projet, pour le concrétiser. Donc vous pouvez taper un Kickstarter. Donc c'est un site américain. Vous avez aussi des sites français aujourd'hui qui vous proposent de trouver des financements pour vos projets dans le domaine informatique par exemple, ou dans d'autres types de domaines. Là je n'ai plus en tête, donc je crois qu'il y a KissKissBank aussi et autres à voir. Je vous laisse chercher de par vous-même. Donc alors revenons sur cet article, comment piloter un cafard à distance par téléphone portable. Vous allez me dire c'est un peu dégueulasse, mais on va essayer de lire, de se mettre en avant par rapport à cette pseudo-robotique cyber. Donc après, bien sûr, j'ouvrirai l'antenne, vous pourrez réagir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un danger? Est-ce que ça fait un peu halluciner? On rentre dans la cyberculture, dans le cyberspace quelque part aussi. Donc contrôler un cafard à distance avec son smartphone. Donc telle est la question. Rien de tel pour intéresser les ados en neurosciences. Et à en croire donc Brian Brands, cette société américaine lance une application et un kit permettant de piloter une blatte vivante par tout simplement Bluetooth. Mais comment transformer un cafard en cyborg? Et c'est ce que montre cette vidéo reliée par CB News. Donc allez, je vous irai donc sur cette fameuse article de courrierinternational.com pour observer tout ça. Donc il vous donne la recette bien sûr pour le faire. Donc plongez votre blatte dans l'eau glacée pour l'anesthésier, poncez-lui la tête au papier de verre pour en enlever la couche cireuse, prenez donc de la superglue et collez-y un connecteur doté de 3 fils sur la zone poncée, perforée le thorax, insérer donc un fil est pas évident, c'est pas forcément évident. Donc le câble a passé, donc ce fameux câble a tendance à ratatiner, donc essayer de le faire de manière propre. Donc replongez votre blatte dans l'eau glacée, coupez les antennes au ciseau, elles sont creuses, implantées, blablabla, donc le droit, jusqu'à faire tous ces différents éléments. Donc c'est assez hallucinant quelque part. Donc comme on dit, donc votre blatte sera prête donc à être contrôlée par Bluetooth. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, quelque part je me dis, on en parlait même hors antenne avec d'autres personnes de la radio, on se disait mais attends, c'est assez hallucinant. Donc quelque part ce projet là, tu peux faire des insectes explosifs, c'est quand même de la
nano, on n'ira pas jusqu'à de la nanotechnologie, mais c'est assez hallucinant d'utiliser ce genre de concept. Bon, après, c'est un cas fort, mais si on l'aurait fait sur des animaux, ça aurait été un petit peu tendancieux au point de vue de, quelque part, il faut un petit peu aussi respecter, faut aussi respecter les animaux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'application aujourd'hui? Bon, là, c'est une application, on va dire, pour juste de test, mais si effectivement un jour on fait une application militaire, c'est vrai que ça fait un peu froid au dos. Donc vous pouvez, dès à présent, si vous voulez ajouter quelque chose, un 08 92 23 95 20 au 08 92 23 95 20 pour vous aussi, si vous avez une réflexion sur ce genre de technologie robotique, ou même si vous aussi, vous avez peut-être fait de ce genre d'expérience, hein, on peut voir ça de cette manière, hein, c'est vrai que la robotique aujourd'hui, on avance de plus en plus là-dessus. Donc on se retrouve tout de suite après pour continuer la revue de presse informatique de la semaine, et petite pause musicale avec musique préférée les dédicaces à Olicat qui viendra tout à l'heure, mais je pense pas qu'il viendra avec le train de jour, hein, ou le train de nuit plutôt.
Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. On a écouté Night Train des Guns N' Roses, vous l'avez reconnu. Donc c'est Cyberculture, on était dans notre revue de presse de la semaine. J'avais parlé d'insolite avec de la robotique, avec ce projet sur Kickstarter qui était assez hallucinant. Bien sûr, vous pouvez dès à présent appeler si vous avez des choses à rajouter là-dessus. Là, je vais avancer un petit peu sur cette revue de presse. Donc, je vous rappelle le numéro, un seul et unique numéro 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. On va passer sur un article. On va parler de hackers, parce que j'aime bien aussi parler de hackers sur ce monde informatique aujourd'hui, de l'internet et du réseau. Aujourd'hui, 5 hackers sont ajoutés à la liste des criminels les plus recherchés du FBI. Donc quelque part, après c'est vrai qu'aujourd'hui c'était les terroristes, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, on vient d'ajouter les plus 5 hackers dans la liste des criminels les plus recherchés. Donc preuve qu'Internet devient un terrain de plus en plus ciblé par les criminels. Le FBI vient d'ajouter 5 hackers à sa fameuse liste des criminels les plus recherchés dans le monde. Donc le FBI recherche désormais activement 5 nouveaux criminels dont le portrait sont affichés dans la liste des personnalités les plus recherchées de la planète. Donc 5 criminels accusés d'avoir organisé des attaques en ligne de diverses natures. Donc là j'en parlais sur tout ce qui était DOS, attaque, vol de données informatiques permuées. Donc Farhad Ashad et Noor Udid Aziz, 2 Pakistanais accusés d'avoir orchestré une vaste programme de piratage intentionnel de télécommunications, donc des actes ayant causé plus de 50 millions de dollars de dommages entre 2008 et 2012 auprès d'installations téléphoniques. Donc aussi Alexei Belan, donc un russe, fait également désormais partie des VIP recherchés par le FBI. Il est accusé d'avoir participé au piratage de 3 sociétés américaines et d'avoir subtilisé des informations sensibles. Donc Andrea Nabilevich Dam, donc un Syrien, a été recherché pour son implication dans l'opération Ghost Click, une opération criminelle ayant frappé 1 demi-million de victimes aux États-Unis. Donc enfin le dernier de la liste est Carlos Pérez Melera, l'homme suspecté d'être derrière la création et la diffusion de malware baptisé Loverspy, un logiciel vendu $89 qui était à la base destiné à attraper sur le fait les conjoints infidèles. Le principe était simple, la cible recevait donc une carte de vœux électronique par mail qui, une fois ouverte, installait un trojan capable d'enregistrer la frappe au clavier. Donc on appelle ça aussi un keylogger, le fait d'enregistrer tout ce qu'on fait sur son ordinateur, les adresses email, les messages envoyés et même prendre le contrôle de la webcam du PC infecté. Donc Carlos Pérez Melera fait figure d'ovni au milieu de la liste du FBI, et ces actes n'ayant pas entraîné des détournements massifs d'argent ni permis d'accéder à des informations sensibles. Malgré tout, le niveau d'accès et le contrôle presque total des machines permis par Loverspy est longtemps fait l'un des malwares le plus puissants à ce jour, d'autant qu'il n'était pas détecté dans 99,9% des cas en 2005. Quand je dis détecté, c'est par rapport à nos différents logiciels antivirus, spyware, etc. Donc ce fameux logiciel aurait été acheté à 1000 exemplaires qui aurait tenté d'infecter un total de plus de 2000 victimes. Bon, c'est pas quand même beaucoup, 2000 victimes sur Internet. Donc le FBI précisant que les victimes mordaient à l'hameçon une fois sur 2. C'est surtout la difficulté actuelle de mettre la main sur Carlos Pérez Melera qui motive aujourd'hui le FBI à placer sur sa liste des criminels les plus recherchés de par le monde. Donc l'agence offre aussi donc $50,000 pour toute information pouvant amener à l'arrestation de ce fameux hacker. Je sais pas, à mon avis vous avez déjà réagi sur le chat, chat.rim952.fr, vous pouvez y accéder à partir de notre site internet www.ici et maintenant.com. Bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez retrouver sur notre site internet l'ensemble de l'univers de la radio ici et maintenant, on retrouver l'ensemble de nos émissions bien sûr. Alors là vous avez réagi sur le chat en parlant de la NSA, avec tout ce qui sort de la NSA. Alors quand je lis cet article, effectivement je peux comprendre que ces gens, ces hackers entre guillemets, ont fait du mal à certaines sociétés, surtout des sociétés américaines, mais quand on apprend avec la NSA, qu'est-ce que vous en pensez vous aussi? Mais quelque part, quand on apprend avec la NSA qui nous ont espionnés, qui nous ont mis sur écoute, qui regardaient tous nos emails, est-ce que quelque part, si on se mettait à ce niveau-là, au niveau de cette affaire, qu'on les mettait tous au même... Bon, ok, c'est des criminels, soit, mais la NSA, quelque part, c'est criminel.
ce qu'ils ont fait aussi en regardant nos propres informations. C'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez de cette partie-là bien sûr, 08 92 23 95 08 92 23 95 20 pour vous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que moi, ça fait quand on fait le rapprochement entre ces deux, entre l'ANSA, ce qui s'est passé et cet article-là, ça me fait un peu halluciner. À tout de suite. Si maintenant 95.2 c'est cyberculture, on était sur un article, là on parlait d'un article sur l'espionnage, je regardais les réflexions sur le chat par rapport à ça, il y a même des commentaires, en tant que les gens, quelque part sur les réseaux sociaux, même s'ils savaient qu'ils étaient espionnés, ils étaient un petit peu pas abattu, mais défaitiste, direct, en disant, je sais qu'on m'espionne, mais voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc, l'autre question, bien sûr, Christophe Villeneuve, qui a de temps en temps, qui intervenant à la radio, a fait une fameuse conférence sur Firefox OS. Je crois qu'il y a une vidéo qui va peut-être être diffusée sur l'un des réseaux vidéo du web. Peut-être il en reparlera sur l'un de ces sites. J'ai pas d'idée, mais je crois que ça a été enregistré à cette conférence. Mais à voir, j'essaierai. Envoyez-moi un mail à cyberculture952
gmail.com pour avoir un peu plus d'infos là-dessus. Donc on était sur cette revue de presse aujourd'hui sur cyberculture, et là je vais arriver sur une controverse, parce que j'aime bien parler aussi tout ce qui est mission dans l'espace, mission spatiale, pour découvrir, aller au-delà de notre planète Terre. Donc là c'est un article, bon juste pour revenir juste avant sur l'article sur les hackers, c'est un article sur Génération NT, simplement vous tapez le mot-clé Génération NT, 5 hackers ajoutés à la liste, 5 hackers FBI, et vous tomberez sur ce fameux article. Donc parlons espace et parlons aussi de cette mission. Vous avez peut-être entendu parler d'une mission indienne qui veut donc quelque part aussi mettre les pieds sur la planète Mars. Donc quelque part, est-ce que c'est une controverse, hein? C'est un article qui est tiré du Courrier international, donc un article qui date depuis de quelques jours, hein, on va dire même je crois de 2 jours à peu près, hein. Donc une mission indienne vers Mars, est-ce opportun actuellement? Donc New Delhi a lancé avec succès le 5 novembre dernier une fusée amenant vers la planète rouge une sonde destinée à effectuer des mesures. Tout simplement. La presse indienne a applaudi, c'est dans la presse étrangère que s'est tenu le débat de son bien fondé. Non, d'abord une affaire de prestige, le National Haboot d'Abi, donc un pays où la hausse du prix des oignons plombe le budget des millions de foyers. Peut-il se permettre de dépenser effectivement 4,5 milliards de roupies pour envoyer une fusée sur Mars? Donc la fusée Magellan devrait atteindre la planète Mars en septembre prochain. En cas de succès, l'agence spatiale indienne deviendra la 4e à pouvoir explorer Mars, tout simplement après la Russie, les États-Unis et l'Union européenne. Donc ce lancement donne une dimension interplanétaire sur les différents recherches qu'on essaie de mettre en place sur la planète Mars. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, hein, vous pouvez rebondir là-dessus, qui quelque part, quand un pays n'a pas forcément, on va dire, les moyens d'aider même son propre peuple, qui peut être dans la misère, et met 4,5 milliards de roupies. Bon, je sais pas c'est quoi la marge un petit peu sur le roupie légale du dollar ou de l'euro, mais quelque part, quand on met ça en avant, ils sont prêts à mettre des milliards et des milliards pour envoyer une fusée, une sonde, et de l'autre côté, on n'aide pas, faudra aider les peuples ou son peuple à pouvoir trouver un boulot, manger, avoir une certaine décence. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20, 08 92 23
Alors ici maintenant, c'était Steven Seagal, Girl, It Is Alright, et c'est Cyberculture. Aujourd'hui, là on est sur la revue de presse et on avait abordé la mission sur mars. Je vous rappelle qu'on a un chat accessible à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com. Vous pourrez retrouver notre programme et l'ensemble de l'univers de notre radio. Donc vous pouvez vous connecter, le principe du chat, c'est simple, vous mettez le login que vous et entrez, tout simplement, vous êtes les bienvenus, c'est convivial sur le chat de la radio. Donc là on était sur la revue de presse, on avait parlé de la mission indienne, et bien sûr, là je voudrais revenir un petit peu sur le contenu qu'on met sur internet. C'est vrai qu'avec toutes ces histoires de réseaux sociaux, de d'effacement de données, qui, quelque part, même aujourd'hui, on se dit, mais comment on peut effacer ça? Est-ce qu'on peut supprimer ces fameuses informations? Non, quelque part, même si on essaie de faire une procédure, la procédure, elle est tellement longue que, par exemple, on pourra prendre un réseau social que vous connaissez tous, Facebook, par exemple, si vous voulez effacer vos données, la première chose à faire, bien sûr, c'est vous allez sur votre compte, parce que, quelque part, il y avait même des statistiques aujourd'hui, je crois que c'est... 20% des gens qui ne savent pas et que quelque part ils peuvent aller déjà même bloquer leur compte et ils laissent en public, même référencer sur les moteurs de recherche leur contenu personnel. On a même fait un test avec Olicat à un moment donné, on pouvait trouver tout et n'importe quoi à partir de requêtes sur les moteurs de recherche, et on trouve même sur des choses confidentielles comme des photocopies haute résolution de cartes d'identité, donc pour voler des identités aux gens, ou même un peu tout et n'importe quoi, des choses personnelles. Donc faites attention, bien sûr, lorsque vous mettez du contenu sur Internet, de bien regarder si tout est verrouillé correctement. Bon, ça peut être sur un réseau social, on en reparlera d'ici quelques instants, mais ça peut être aussi sur votre site Internet personnel. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous avez cette possibilité de mettre votre site personnel chez votre fournisseur d'accès Internet, par exemple. Donc faites super attention, regardez si effectivement votre contenu est réellement, privé, parce que on peut trouver tout et n'importe quoi, on peut faire même du chantage, du cyber chantage. Donc faites attention, regardez bien si votre site par exemple vous avez donc un accès sécurisé avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si le contenu n'est pas accessible à l'extérieur à n'importe qui, bien sûr, faites attention. On fera bien sûr une émission là-dessus. J'essaierai de faire une émission sur la sécurisation de vos données. On revient un petit peu à Facebook, par exemple. Vous pouvez désactiver votre compte, mais pas supprimer votre contenu global de tout votre historique. Bien sûr, il vous propose de leur envoyer une lettre recommandée, c'est assez hallucinant, aux États-Unis, donc en Amérique du Nord, en disant je ne veux, merci d'effacer ça, mais la plupart du temps, c'est assez dur et assez long comme procédé, et même parfois, vous êtes ignoré, c'est assez hallucinant. J'ai lu des articles là-dessus, j'essaie de vous retrouver ces références. Donc quand vous mettez des choses, faites gaffe à ce que vous mettez et n'acceptez pas tout et n'importe quoi, protégez-vous. Donc quelque part, protégez-vous, ça peut être même, on va dire, son image sur Internet, ça peut être vraiment dangereux pour trouver par exemple un boulot, ou même pour d'autres personnes qui peuvent vous faire du chantage. À ce propos, ça réagit bien sûr sur le chat à ce propos. Donc je reviens à ma revue de presse de la semaine. On parlait de robotique tout à l'heure. J'ai trouvé un petit article toujours pareil sur le courrier international à propos des Coral Boats. On va arriver là-dessus, on en parlera d'ici quelques instants. Qu'est-ce que c'est que les Coral Boats? Donc des ruches en récif. Donc les récifs avec les récifs, donc c'est des corails qui permettent de réparer et organiser comme des abeilles, baptisant leurs ruches des robots donc interactifs qui pourraient, donc c'est un projet bien sûr, contribuer à reconstruire les récifs coralliens. On se retrouve tout de suite après ça.
Dans 95.2, c'est Cyberculture, on était sur la revue de presse, et là on allait aborder un article sur les corals boats des Ondes des Ruches en récif, donc des robots permettant de réparer des récifs coralliens. Donc j'aime bien, je vais en parler de plus en plus dans mes émissions sur tout ce qui concerne les réparations, bien sûr, des dégâts faits par l'homme, et surtout de robotique. Non, j'avais pas été traumatisé par mon séjour la semaine dernière dans la conférence informatique dédiée aussi en très grande partie à la robotique. J'essaierai de faire une émission et inviter des spécialistes dans tout ce qui est création robotique les semaines à venir dans le cadre de l'émission Cyberculture. Donc lorsque les mordus de robotique se rencontrent pour une séance de speed dating, ils parlent pas d'amour ni même d'investissement immobilier, mais de leur désir de se faire de nouveaux amis pour sauver tout simplement le monde. Lors donc de ces fameuses soirées qui se passent donc à Édimbourg, Léa Anne-Henri, biologiste marine, avait une minute pour convaincre les génies de l'intelligence artificielle. David Korn, je lui ai dit donc qu'il fallait trouver un système robotique pour restaurer tout simplement nos récifs de corail qui ont été qui ont été détruites tout simplement. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez sur le chat, même si vous aussi qu'est-ce que vous en pensez, 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Bien sûr, si vous êtes à l'écoute de cette émission, que vous êtes spécialisé en robotique, je vous rappelle que nous avons une adresse email de l'émission, cyberculture 952@gmail.com, cyberculture 952@gmail.com, pour si vous pouvez intervenir dans le cadre d'une émission dédiée à la robotique. Maintenant c'est Cyberculture. Là je vais arriver sur un article insolite, même je pense qu'on en parle de temps en temps dans des émissions radio, sur la radio ici maintenant, sur tout ce qui concerne notre cerveau disponible sur la publicité. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est en rapport bien sûr avec ce que nous vivons tous les jours dans les transports. Donc je vais arriver sur cet article d'ici quelques instants. Je vous rappelle qu'on peut aussi intervenir dès à présent au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Maintenant c'est Cyberculture, donc on va arriver sur ce fameux article tiré du Courrier international, donc publicité des eaux de cerveau disponibles. Donc les transports en commun, c'est du temps de cerveau disponible. Le trajet n'en finit pas. Vous posez votre tête contre la fenêtre pour piquer un somme. Bon, ça peut arriver, parce que voilà, ça arrive. Quand les vitres vous sursous-tend un message publicitaire. Donc la vitre, vous avez bien lu. Donc bienvenue dans le monde de la pub par conduction crânienne testée en Allemagne sur des trains de banlieue par le groupe Sky Deutschland. Donc un petit transmetteur collé à la fenêtre émet des vibrations qui sont transmises à votre oreille interne par les os de votre crâne. Oui, vous l'avez bien entendu, des transmissions qui sont transmises à votre oreille interne par des os de votre crâne. Vous entendez la pub inaudible pour vos voisins à l'intérieur de votre tête, donc indique la BBC. Si votre boîte crânienne utilise à votre corps défendant votre estomac pourrait bientôt protéger vos données confidentielles. Motorola planche sur une pilule intelligente qui vous transformait en mot de passe humain. Ce comprimé contient une puce électronique qui est activée par les sucs gastriques. Donc l'acide de votre estomac fait office d'électrolyte.
transformant votre corps entier en système d'authentification géant, rapporte le Time, donc une pilule par jour, et plus besoin d'entrer un seul mot de passe, promet le groupe américain. Touchez votre smartphone, votre PC, votre portefeuille, votre voiture, vous êtes identifié. Donc ce fameux sésame a été déjà reçu, reçu le feu vert de la FDA, l'agence américaine des médicaments. Donc rassurez-vous, il ne sera pas en vente dans une pharmacie de votre coin bien avant des lustres. Par rapport à ça, c'est quand même, moi ça me fait quand même halluciner. Hein. Voilà, on est fatigué, on met sa tête sur la vitre et tout d'un coup, même si on l'entend pas, il y a des impulsions, des sons qu'on peut pas entendre, personne n'entend. Et à ce propos, moi je sais pas, c'est quelque part c'est envahissant. On en parle à la radio quelque part, la publicité aujourd'hui, c'est ultra envahissant. Mais là, si quelque part on peut même pas fermer ses yeux et se fermer à tout, et on reçoit inconsciemment cette fameuse publicité. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Vous pouvez rebondir et donner votre avis hein, là-dessus. Quelque part, moi, c'est clair que ça me fait halluciner. Hein. C'est cette histoire de cerveau disponible avec ce nouvel type de technologie. Même si ça a été testé en Allemagne à première vue. Vous êtes dans le tramway, vous êtes fatigué, vous piquez un son, vous collez votre tête sur la vitre, et il y a une vibration qui va vous donner cette impression, ou vous envoyez un son, un ultrason peut-être même, avec une publicité. C'est quoi ce délire? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95
Si, bon, on va voir ça sur le chat, hein, vous l'avez reconnu, donc chat.rim952.fr, donc le chat qui est ouvert de 14h à 18h le samedi sur la radio, ici et maintenant c'est Cyberculture. On est sur la revue de presse informatique, on décortique, on essaie de faire des rapprochements, on comprend, et on essaie de traduire aussi tout ce qui concerne l'informatique, hein, qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, on est un peu décalé, vous avez envie de devenir geek. Ça peut arriver, hein, vous êtes les bienvenus sur l'émission de la radio, ici et maintenant Cyberculture, je vous rappelle. Qu'est-ce que c'est le samedi? Le samedi, c'est l'informatique sur la radio ici maintenant. Première partie, dès 14h, bien sûr, on retrouve Cyberculture avec moi-même, avec William. Et dès 15h30, on retrouvera Olivier avec la hotline. Il ne devrait pas tarder à arriver. Hein. Donc, dans une bonne 30 minutes, on retrouvera Olivier ou pas. On verra s'il n'a pas loupé son train de jour. C'était la blague de la Night Train. Et je remonterai son siège dès qu'il arrivera. Donc là, on va parler de quoi? Sur un article, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de comment désactiver. Donc, c'est un article tiré de Corben. Comment désactiver son NFC sur sa carte bancaire. Bon, après, je vous rappelle ce que c'est que le NFC, c'est le paiement sans toucher. Vous avez votre carte bancaire, vous arrivez, paf, vous touchez donc l'espèce de lecteur de carte bleue et vous pouvez faire des micro-paiements sans mettre votre carte bleue jusqu'à une valeur de 20 €. Mais si quelque part, derrière, il y a des personnes, des hackers qui utilisent de manière frauduleuse ce système, parce qu'on peut lire votre carte de 15 à 20 mètres en fonction du matériel que cette personne peut avoir. Aujourd'hui, certaines banques peuvent vous autoriser à ne pas prendre, on va dire, ce système, mais parfois on vous l'impose et c'est malheureux là-dessus parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir ce genre de système sur sa carte. Et bien sûr, des hackers sont dit qu'il y avait peut-être une possibilité, sans pour autant détériorer votre matériel et que vous puissiez utiliser votre carte bancaire sans problème, quelque part désactiver cette fameuse partie de cette bobine NFC. Donc c'est un article tiré par Corben. Donc attention, c'est simplement que je le mette en avant, c'est simplement pour mettre une mise en avant, c'est une solution qu'il ne faut pas forcément faire aussi, mais il y a quand même des possibilités si vous avez ce besoin pour désactiver. Donc c'est un article tiré de corben.info. Donc vous le savez peut-être, la sécurité des cartes bancaires NFC et tout ce qu'il y a donc de plus faible au point de vue des protections. Donc les données sont en clair, tout simplement, et n'importe qui peut s'approcher de votre carte avec un lecteur adéquat pourrait donc récupérer. Voici donc une petite astuce qui va vous permettre de désactiver la fonctionnalité NFC de votre carte bancaire. Attention, je ne prends aucune responsabilité par rapport à cet article, bien sûr. Pour cela, mettez-vous dans le noir et plaquez une lampe torche sur votre carte afin de localiser l'emplacement de la bobine NFC. Marquons alors un point au crayon sur cette fameuse bande en prenant soin de ne pas tomber sur une bande magnétique. Bien sûr qui détériorerait votre carte. Coincez la carte pour qu'elle ne bouge plus avec un cutter et un petit forêt ou un petit tournevis. Commencez à percer un trou de 1 mm de diamètre environ. En allant doucement, vous ne serez pas obligé de transpercer votre carte. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Donc, bien sûr, c'est pas grave si vous la transpercez, mais vous pouvez donc juste creuser assez pour voir alors le connecteur NFC et couper la boucle afin de rendre la puce inactive. Donc, la fameuse puce NFC, donc ne pas écraser la puce SIM. Après, vous pouvez donc reboucher le trou avec ce que vous voulez, bien sûr. Et derrière, bien sûr, votre carte RFID sera donc désactivée. Donc, je le rappelle, là, dans ce début d'article, si la personne elle a un amplificateur à 15 mètres, elle peut regarder vos dernières transactions et elle peut aussi activer des micro-paiements. Bon, c'est vrai que quelque part, moi, j'ai une personne qui m'avait dit qu'il était allé dans une banque qui est partie récupérer sa carte. On lui imposait ce nouveau système alors qu'on lui avait rien demandé, sachant que derrière, c'est pas protégé. Donc, faites attention. Je prends aucune responsabilité, bien sûr, je le rappelle, sur le fait de désactiver votre carte. Alors, c'était juste une mise en avant de ce fameux article. Donc on va en revenir un petit peu sur tout ce qui est robotique et pilotage d'ici quelques instants. Et j'ai Olivier qui vient d'arriver. Comment vas-tu, Olivier? Très bien, bonjour à tous. Tu m'as fait une bonne blague avec le chat tout à l'heure. T'as changé quelque chose, une configuration, j'ai eu un bip pendant... T'as pas vu qu'il était tout neuf? Oui, il est tout neuf, mais j'ai eu un bip. J'ai eu bip, parce que le truc par défaut, le son par défaut était activé. Et moi, ça m'a fait un bip pendant l'introduction de mon émission. Ouais, c'est comme ça. Ouais, tu m'as fait passer pour un idiot. Mais c'était l'objectif. Ouais, t'inquiète pas, je m'occupais de toi tout à l'heure. Merci Olivier. Donc Olivier, d'ici une bonne vingtaine de minutes, vous le retrouverez avec l'outline. Je ne vois pas ce que c'est. Que la hotline, c'est si vous avez des problèmes dans le domaine de l'informatique, Linux, Windows et Mac aussi, Apple, on peut le faire.
peut-être aussi on peut répondre sur des problématiques smartphone, hein, ça peut arriver si on trouve de la solution. Donc il sera avec vous dès 15h30 sur la radio ici. Et maintenant revenons à nos moutons. Donc on va parler d'interface neurale qui permet à un singe de piloter des bras robotiques à distance. Donc face aux différents avancées dans le domaine de la robotique, un obstacle de la taille continue de se dresser devant les scientifiques pour véritablement lancer le marché des prothèses et implants bioniques, celui de l'interface homme-machine. Si nous sommes aujourd'hui capables de concevoir des robots de plus en plus perfectionnés, les contrôler par la pensée n'est pas encore une chose facile, du moins pas aussi facile que de contrôler nos membres de façon naturelle. Attends, ça me rappelle un article, hein, je continue bien sûr, ça me rappelle un article à un moment donné, on avait cette possibilité donc de voir ce qui se passait donc dans le cerveau sur certaines zones, par exemple on pensait à une lettre, la lettre A, donc ça allumait donc une partie, donc on a une certaine résolution sur la partie activée sur le cerveau et on savait que la personne pensait à la lettre A, donc cette fameuse, donc on pouvait donc faire une espèce de connexion neurale et faire afficher sur l'écran forcément donc la lettre A, mais bon c'était pas forcément en fonction des personnes parce qu'on n'active pas forcément, on va dire précisément les mêmes zones. Au cœur de donc, ce fameux problème, le développement d'interfaces permettant de relier l'homme à la machine, donc ce que je disais, donc, ou plutôt lié à une machine, à un cerveau humain. Dans ce domaine, les scientifiques de Duke avaient déjà donc présenté leur dernière avancée en février dernier. Leur interface avait alors permis à un singe Rhesus de contrôler avec succès un bras robotique à plus de 11 000 km de distance. Aujourd'hui, l'expérience vient de gagner en complexité puisqu'ils ont réussi à faire contrôler non plus un, mais deux bras robotisés à distance par un singe de laboratoire, grâce à une interface directement connectée au cerveau de ce dernier. Donc des implants placés dans le cerveau du singe surveillaient ainsi environ 5000 neurones pour en repérer les signaux électriques. Après un peu d'entraînement, le singe mis devant une vidéo était capable de réaliser quelques déplacements simples de deux bras robotisés en simultané. Donc cette fameuse expérience est une simple évolution de la présente déjà couronnée de succès, mais elle démontre comment les interfaces neurales relativement simples pourraient permettre à des amputés de mieux prendre le contrôle des prothèses bioniques à l'avenir. En attendant, ces interfaces sur des zones plus grandes du cerveau, il serait envisageable de permettre à des paralysés de redevenir mobiles et totalement autonomes grâce à des exosquelettes porteurs. Malheureusement, l'expérimentation humaine n'est pas encore à l'ordre du jour et ce type d'interface fait face à une problématique conséquente. Donc sa durée dans le temps, seules les nanotechnologies pourraient peut-être actuellement présenter une alternative durable à ces interfaces puisque les sondes dans leur taille actuelle se veulent trop évasifs pour que le cerveau ne les accepte dans la durée. Du tissu cicatrisel se forme autour de ces fameuses connexions, finissent par bloquer les signaux au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, de cette technologie? Vous êtes les bienvenus au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. On est sur notre revue de presse, il nous reste un petit peu de temps pour en discuter. Là, j'ai un article tiré de l'informaticien.com. Je vous rappelle, il y a quelques mois d'ici, il y avait une personne qui a été donc eu un procès parce qu'elle n'avait pas déclaré son compte PayPal. Bon, c'était pas une somme énorme. Bon, après, c'était une décision de justice qu'il faut accepter, bien sûr. Peut-être vous aussi, vous avez même aujourd'hui avec Internet, on a un compte PayPal, la radio a un compte PayPal, mais à un moment donné, c'est qu'ils ont trouvé un arrangement pour éviter de se faire tous taper sur les doigts. Bien sûr, de quoi je parle? Je parle de la fameuse déclaration de son compte PayPal au fisc français. Pour éviter ce genre de problématique. Donc revenons à cet article tiré de l'informaticien.com. Donc la déclaration des comptes PayPal obligatoire à partir aujourd'hui, ce qui a été décidé, à partir de 10 000 euros d'encaissement annuel. Donc je vous rappelle, suite au tollé du mois dernier, le fisc concède que l'obligation de déclarer son compte PayPal comme compte à l'étranger au Luxembourg ne s'impose pas tant que les encaissements annuels n'excèdent pas le 10 000 euros. Faut-il donc déclarer posséder un compte bancaire à l'étranger lorsqu'on le perçoit régulièrement des revenus via PayPal? Donc c'est jusqu'alors donc les particuliers pensaient que non, ignorant le plus souvent que leur compte PayPal France était géré par PayPal Luxembourg, et donc de ce fait qu'ils disposaient d'un compte bancaire à l'étranger. L'affaire a été révélée depuis octobre, donc suite à un arrêt de tribunal administratif de Pau du 25 avril dernier qui établissait le caractère étrange d'un compte ouvert par un utilisateur français de PayPal. Du coup, 5 millions d'utilisateurs, le nombre de comptes PayPal actifs, posséderaient sans le savoir et donc sans le déclarer au fisc un compte à l'étranger, ce qui les expose à une amende de 1500 euros. Pas de panique, bien sûr, le fisc s'est montré à cet égard plutôt tolérant en concentrant ses actions sur les comptes PayPal présentant un solde permanent et significatif. Donc les conditions de la non-déclaration sont précisées. Suite sans doute à l'émoi provoqué par cette affaire via les informations diffusées par le site d'information Internet dont le nôtre, l'informaticien, Percy vient cette semaine de préciser les règles de respect de cette fameuse déclaration qui ne s'applique pas lorsque les conditions suivantes sont remplies. Donc le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achat et des encaissements afférents à des ventes de biens. L'ouverture de compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France auquel il est adossé. Tout simplement que votre compte PayPal il est relié avec votre compte bancaire professionnel ou voire personnel. La somme des encaissements annuels crédités sur ce compte afférent à des ventes réalisées par son titulaire n'excède donc pas 10 000 euros. Ce fameux seuil est apprécié le cas échéant en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par la même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achat ou des encaissements afférents à des ventes de biens. Voilà, tout simplement. Mais attention, si le plafond des 10 000 euros est dépassé, l'obligation de déclaration doit être en revanche fait au fisc. Donc cette phrase donc satisfait au titre de chaque année aux exercices lorsque le compte a été ouvert, utilisé ou clos au cours de cette même période par le titulaire du compte ou le bénéficiaire d'une procuration dès lors que cette personne est astreinte au dépôt de déclaration. Tout simplement, parce que ça fait un peu mal à la tête, tout simplement, si vous ne dépassez pas 10 000 euros, vous n'avez pas l'obligation de déclarer sur vos revenus fiscaux votre compte PayPal. Bon, c'est vrai que ça fait un peu sourire en se disant quelque part nous aussi nous avons un compte à l'étranger avec PayPal, vu que PayPal est au Luxembourg, on a tous quelque part un compte à l'étranger et on charriait certains hommes politiques. Bon, ça c'est on va dire que ça c'est le petit clin d'œil à qui tu sais. Donc je vous rappelle qu'on a un chat morim952.fr. Vous pouvez nous retrouver aussi à partir de notre site internet www.ici-et-maintenant.com. On a une adresse email aussi de notre émission, cyberculture952.fr, cyberculture952 gmail.com, cyberculture952@gmail.com. On se retrouve tout de suite après petite pause.
Radio Estimateur 95.2, c'est Cyberculture. On nous reste encore un petit peu de temps. Je vais continuer ma revue de presse sur la sélection de ma semaine. On va parler NSA, parce que j'aime bien parler NSA, et c'est la grande question. Peut-on localiser son mobile quand notre mobile est éteint? Est-ce que c'est possible? Parce qu'on voit ça dans les films. Après, les mecs, ils cassent leur mobile avec un marteau ou avec leur talon aiguille. Est-ce que quelque part, quand notre téléphone portable est éteint, peut-on nous localiser? Donc la NSA a-t-elle réellement trouvé un moyen? Il y a plusieurs années pour localiser les mobiles, même éteints. Donc l'ONG Privacy International peine à trouver des réponses concluantes. Donc, parmi les nombreuses révélations concernant les écoutes de la NSA, il y a une affirmation rapportée par le Washington Post qui affirme qu'une technique baptisée The Find a été développée pour localiser les téléphones portables, même lorsqu'ils sont totalement éteints, qui aurait donc servi à repérer des cibles liées telles qu'à Al-Qaïda en Irak. Donc l'article du juillet 2013 affirme qu'à partir de septembre 2004, une nouvelle technique et technologie de la NSA permettait à l'agence de repérer les téléphones même lorsqu'ils étaient éteints. Ce qui leur a permis de localiser certains milliers, même des milliers de cibles. Comment cette technologie est-elle possible? C'est quand même hallucinant. Donc l'ONG, donc la Privacy International, a donc interrogé 8 grands acteurs de l'industrie mobile à ce sujet et a publié la réponse des 4 sociétés qui ont répondu jusqu'à présent, à savoir l'équipement télécom Ericsson, l'éditeur d'Android Google et les fabricants Nokia, Samsung, les autres qui n'ont pas répondu, donc Apple, HTC, Microsoft et BlackBerry. Donc un téléphone portable, pour bien comprendre, éteint reste toujours capable nativement d'émettre et ou de recevoir à l'issue de l'utilisateur, hors système maintenant de date et de heure et de certaines fonctions internes non émettrices. Donc c'était la grande question. Donc Privacy International indique avoir demandé des explications vis-à-vis des OS mobiles et des composants du téléphone. Donc l'ONG indique que si les réponses varient, 2 éléments principaux sont ressortis. D'une part, les composants électroniques d'un téléphone éteint responsable des émissions et réceptions des signaux sont en principe eux aussi stoppés. Et d'autre part, donc une localisation d'un mobile éteint ne serait a priori possible qu'à l'aide d'un malware forçant le fonctionnement des composants. Donc l'ONG cite notamment la réponse de Google. Quand un appareil mobile utilisant l'OS Android est éteint, il n'existe pas d'élément de l'OS qui reste active ou émette un signal. Donc Google ne peut pas allumer un terminal à distance. Bon, déjà, soit, c'est peut-être le système d'exploitation, mais c'est peut-être au niveau du hardware aussi. Donc un téléphone éteint est-il vraiment éteint? Telle est la question depuis le début de cet article, mais les réponses ne sont pas toujours aussi tranchées. Si un responsable de Samsung fait savoir et valoir que sans source d'énergie, il n'est pas possible de transmettre un signal. Le responsable éthique de Nokia, Chad Fentress, nuance sa réponse en soulignant que les terminaux Nokia sont conçus pour que les composants transmetteurs des signaux soient en principe stoppés quand le téléphone est éteint, et dit de ne pas avoir connaissance d'une méthode qui permettrait de réactiver ces fameux composants tant que l'utilisateur ne rallume pas son fameux téléphone. Donc la tournure soit en principe stoppée, should be power off, fait tiquer Air Technica qui se demande pourquoi Chad Fentress n'emploie pas une franche affirmation. Donc excès de prudence ou précaution pour dédonner le jour où la méthode en question finira par être dévoilée. Donc du côté de Privacy International, on n'est pas non plus tout à fait convaincu par la réponse apportée, même si elle tente à réfuter l'idée d'une localisation de téléphone éteint, du moins tant que quelqu'un n'a pas glissé un malware. Donc je rappelle ce que c'est qu'un malware, c'est un programme malveillant qui est installé sur votre téléphone à votre insu et qui permet de garder quelque part, on vous fait croire que le téléphone est éteint, mais en fait il n'est pas vraiment éteint. C'est-à-dire que peut-être au moment où votre système d'exploitation va dire qu'il s'éteint, il va faire croire il va éteindre l'écran, il va faire croire qu'il est vraiment éteint, mais ce fameux malware va garder, on va dire vraiment à un moment T, le strict minimum, c'est-à-dire les fonctions minimales et vitales. C'est-à-dire que votre écran sera éteint, mais il sera toujours positionné sur ce fameux réseau téléphonique. Donc l'ONG compte poser les mêmes questions à d'autres fabricants comme LG, Motorola ou Sony. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, vous pouvez vous aussi donner votre
d'autres réflexions là-dessus. Moi, ça fait ça d'un côté, ça me rappelle un petit peu même l'histoire de Linus Torvald qui a été interrogé dans une conférence à un moment donné. On lui a demandé est-ce que vous aviez été rapproché par la NSA à un moment donné pour mettre aussi un cheval de Troie, donc un backdoor dans le noyau ou dans le cœur de Linux, et quelque part il a dit non, mais tout en hochant la tête, prouvant qu'il avait dit oui, donc le fameux PNL. Donc qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Mais dans la réflexion, là ça discute sur le chat, à ce propos de l'activation du téléphone, mais un téléphone qui n'aurait pas cette fameuse application malware, donc ce cheval de Troie. On va dire que quelque part, il y a une personne qui lui fournit un téléphone qui est pucé ou avec un logiciel malware, comme on le disait, sur un téléphone. Mais à partir de ce moment-là, si on peut faire croire tout et n'importe quoi à un téléphone, puisque un smartphone aujourd'hui, c'est quand même un ordinateur, on peut faire croire à l'utilisateur qu'il a vraiment éteint son téléphone, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de pseudo-croyance, on fait croire que son téléphone a été coupé, on coupe l'écran parce que c'est facile, si vous êtes développeur, je sais pas, peut-être même vous aussi, vous êtes sur le chat ou vous pouvez même dire en tant que développeur sur les applications Android ou sur les applications Apple, on a quand même cette capacité à pouvoir accéder aux fonctionnalités du hardware du téléphone, donc pouvoir couper l'écran, faire croire qu'on est en train on peut faire croire qu'on est en train de vraiment de couper le système, mais en fait vous êtes sur le minimum, c'est-à-dire que vous laissez la chose que vous laissez active, par exemple ça peut être le GPS, vous pouvez même si GPS c'est vrai que ça prend un peu de batterie, mais ce qui ne prend pas de batterie, on le sait très bien, c'est l'activation de tout ce qui va concerner le GSM, le fait d'être connecté sur sa borne. Donc il y a toujours des solutions. Moi ça me fait sourire en disant ouais mais non on peut pas, mais bien sûr avec qu'on fait du hacking, qu'on fait du développement et qu'on fait de la programmation, tout est possible, on peut faire croire tout et n'importe quoi. Je vous rappelle même à un moment donné l'un des hackers les plus célèbres, Kevin Mitnick, qui lui s'est fait avoir avec un faux réseau GSM pour transmettre ces fameuses données. Il s'est fait mettre dans une espèce de on l'a mis on l'a sandboxé, on peut appeler ça sandboxé, on l'a routé, c'est-à-dire qu'on l'a fait croire qu'il était à un endroit alors qu'il n'était pas vraiment à cet endroit. Donc quelque part tout est possible. Voilà. Donc là c'était le fameux article sur les téléphones. Alors d'ici maintenant, c'est Cyberculture. Il nous reste un petit peu de temps et je voudrais aborder un article tiré de Génération NT à propos de Direct Download. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le fameux forum-DDL. Donc c'est un Français qui a été condamné à plus de 1 million d'euros. Donc c'est une décision de justice. Donc l'administrateur du forum DDL vient d'être condamné il y a quelques jours d'ici, à de la prison avec sursis à plus de 1 million d'euros de dommages et intérêts. Donc forum DDL se présentait comme la communauté française de Direct Download. Donc la sanction du tribunal correctionnel de Thionville, donc en Moselle, est lourde. 10 mois de prison avec sursis et des dommages et intérêts d'un montant de plus de 1 million d'euros. Donc une somme que l'ancien administrateur de forum DDL, âgé aujourd'hui de 21 ans, ne pourra sans doute jamais rembourser aux parties civiles comme la société civile de production phonographique, la SCPP, donc la SACEM et la Warner Bros et la Century Fox et Disney et autres
d'autres, bien sûr, organismes. Donc Forum des DEL, je vous rappelle, se présentait comme la communauté française de direct download, une communauté active depuis 2009, avant donc de premiers problèmes avec la justice en 2011, puis en 2013, il annonce en mars dernier de sa fermeture. Après une saisie de son nom de domaine en .com, donc je vous rappelle ce que c'est qu'un nom de domaine, c'est le fait lorsque vous tapez www.quelquechose.com, le forum aurait continué à œuvrer sous l'extension .ws réservée aux Samoa. En août 2012, le Forum des DEL revendiquait plus de 100 000 membres inscrits et proposait des liens, pas d'hébergement pour du téléchargement direct de dizaines de milliers d'œuvres protégées par des droits d'auteur. Donc selon l'avocat du jeune homme, actuellement sans emploi, son client ne s'est pas enrichi du tout avec le site et a agi par culture de partage et pour la quête d'une certaine notoriété. Donc un avocat de la SACEM a déclaré: nous allons tenter un recouvrement de dommages et intérêts au vu de ses capacités. Bon, après, il faut voir le vu de ses capacités sur quoi. Bon, c'est assez hallucinant. Donc après, cette décision de justice, il faut l'accepter parce que quand on met les choses à ce niveau, quelque part, c'est quand même derrière du piratage informatique. Mais de l'autre côté, prenons un petit peu du recul. On peut... Là, quand je vois ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on ne peut pas le mettre au niveau de Kingdom Come. Je vous rappelle Kingdom Come avec Mega Upload à l'époque, qui aujourd'hui a monté Mega à nouveau. 1 million pour un gars qui a 21 ans, c'est quand même... hallucinant. Après, c'est sûr que faire... là, qu'on voit... le fait de partager, mais d'un autre côté, c'est sûr, c'est du piratage. Mais la grande question, c'est comment va-t-il payer ces 1 million. C'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est une décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel de Thionville en Moselle. Mais faisons quelque chose de parallèle, sans remettre en question, bien sûr, cette fameuse décision. C'est quelque chose qui m'est passé par la tête. Si effectivement, il ne peut pas payer ces 1 million, après... De vous à nous, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas téléchargé au moins une fois quelque chose de pirate, même des gens dans le gouvernement ont déjà téléchargé des éléments pirates, de vous à nous, comme ça, juste pour déconner, pour déconner, mais on peut même, même prenons ça au sérieux. Si chacun de nous, on est plus d'1 million de Français, je pense aujourd'hui, si on nous donnait tous 1 euro, histoire de se nettoyer quelque part de cette bêtise qu'il a pu faire, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se mutualiser pour lui je sais pas, c'est une idée. Qu'est-ce que vous en pensez ? On peut le partager à 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Et sur le chat, vous pouvez le dire aussi, qu'est-ce que vous en pensez ? Ici maintenant, c'est Cyberculture, on va arriver sur la fin, je vais donner la main d'ici quelques instants, quelques minutes à Olivier avec la hotline. Je vous rappelle ce que c'est que la hotline. Si vous avez des problèmes dans le domaine de l'informatique, il est là pour vous aider. Peut-être je vais rester avec lui s'il m'accepte dans son émission, je vais relever son siège histoire qu'il puisse avoir un accès au micro. Et je vous retrouve bien sûr, je vous retrouve pour Cyberculture la semaine prochaine, et je vous retrouve ce soir sur la libre antenne, et je vais vous proposer un petit jeu, assez simple, mais un grand jeu, on va faire de la survivance. On va être sur une île déserte et on va voir comment on survit sur une île déserte avec juste un kit de survie. On se retrouve dès 23h ce soir, et sinon on se retrouve avec Cyberculture dès la semaine prochaine, et je laisse la main à Olivier d'ici quelques instants. Merci à vous d'avoir partagé. Je vous rappelle que le chat est toujours ouvert, chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, et aussi vous pouvez accéder à partir de notre site internet www.ici-et-maintenant.com. À bientôt, ciao.
Je vous rappelle bien sûr, vous pouvez nous écrire à cyberculture952@gmail.com, cyberculture952@gmail.com. Allez, salut et bonne journée, ciao.